Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur le système vestibulaire et voici la carte mentale en question qui se constitue donc de plusieurs branches. La première va porter sur la notion de centre de gravité et d'équilibre, la seconde sur la situation et la structure du système vestibulaire. Nous nous intéresserons ensuite aux plages sensorielles du système vestibulaire, puis au fonctionnement et au rôle d'une part des organes autolytiques puis des canaux semi-circulaires. Enfin, nous dirons un mot sur le fonctionnement intégré, puis sur les réflexes vestibulaires pour terminer avec les voies vestibulaires. Commençons donc avec quelques notions concernant le centre de gravité et l'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de gravité ? Eh bien, on peut dire que le centre de gravité, c'est un point auquel toute la masse d'un solide va être associée, puisque c'est un point qui va effectivement pouvoir permettre de modéliser un objet. Donc, au niveau du centre de gravité, on peut dire que s'applique justement le poids de l'objet en question, le poids qui est une force. Autre manière d'appréhender le centre de gravité, on peut dire que c'est un point d'équilibre, et en termes mathématiques, ça correspond au barycentre. Un mot sur les forces gravitationnelles. Il s'agit de forces avec lesquelles tous les objets s'attirent, mais ils s'attirent les uns les autres à une constante près qui est la constante gravitationnelle universelle. Et ces forces gravitationnelles, elles sont proportionnelles au produit des masses des objets en présence et elles sont inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare. Donc nous avons exploré ces forces et nous avons abouti à ces notions, la notion de verticale et la notion de haut et de bas que nous allons utiliser dans la suite de ce chapitre. Concernant la méthode des suspensions, c'est une méthode qui permet de rechercher l'emplacement du centre de gravité par l'expérience. Il s'agit en fait d'accrocher un objet par un point, 2 points ou 3 points, enfin 2 points au minimum, et à chaque moment où on accroche l'objet, eh bien on attend que l'objet soit en équilibre. On va ensuite tracer une verticale qui passe par le point de suspension, puisque le centre de gravité va se situer sur cette verticale. Donc en suspendant à nouveau l'objet via un autre point, eh bien, on va avoir donc les deux lignes tracées qui vont se croiser en un point qui correspond au centre de gravité. Et si l'objet, je vous avais présenté le cas de figure avec une feuille, si on prend un objet, on va dire en 3 dimensions entre guillemets, comme un livre, eh bien, on rajoute un 3e point d'accroche pour situer le centre de gravité dans l'épaisseur de l'objet. Concernant l'emplacement du centre de gravité chez l'humain, quand celui-ci est en position anatomique, on peut dire que le positionnement est ventral par rapport aux premières vertèbres sacrées, première ou deuxième vertèbre sacrée. En fait, le positionnement du centre de gravité chez l'humain, il varie en fonction de plusieurs éléments. Le type morphologique, donc l'architecture de la personne, son degré d'adiposité, son sexe. Globalement, on observe qu'il est plus bas chez la femme que chez l'homme, en lien avec la répartition des masses qui n'est pas la même. En fonction également de la croissance, il tend à être plus haut chez l'enfant que chez l'adulte, là aussi en lien avec la distribution des masses, et notamment la tête, qui occupe beaucoup d'espace et correspond à une masse importante chez l'enfant par rapport à l'adulte. Et bien sûr, il varie en fonction de l'attitude. Par exemple, si on lève un membre supérieur, eh bien, le centre de gravité général va s'élever. Donc on peut dire que le centre de gravité général va se déplacer dans le même sens que le centre de gravité du segment qui se déplace, par exemple du bras qui s'élève, et cela proportionnellement au rapport des masses, c'est-à-dire le rapport masse du segment qui se déplace sur la masse du corps entier. Donc on peut dire que le déplacement du centre de gravité général du corps, c'est le déplacement du centre de gravité segmentaire, donc par exemple le membre supérieur qui s'élève, multiplié par ce rapport, la masse du membre supérieur, donc du segment qui bouge, sur la masse globale du corps. Nous avons également évoqué les notions de ligne de gravité, c'est la verticale qui passe par le centre de gravité, la notion de base de sustentation qui correspond à la surface d'appui au sol, la notion d'équilibre, on peut dire qu'il y a équilibre quand la ligne de gravité coupe la base de sustentation, et la notion de stabilité, nous avons vu qu'un corps est d'autant plus stable que la hauteur de son centre de gravité est faible et que sa base de sustentation est grande. Et nous avons vu qu'il y a un paramètre qu'on appelle l'angle de stabilité qui informe justement sur la stabilité. Intéressons-nous à présent à la situation du système vestibulaire ainsi qu'à sa structure.
Les systèmes vestibulaires, ce sont des organes pairs, un côté droit, un côté gauche. Ils sont situés au niveau de la tête, plus spécifiquement dans l'os temporal et plus spécifiquement encore au niveau de ce qu'on appelle l'oreille interne. Alors justement, disons un mot sur l'oreille. L'oreille est composée de 3 parties. L'oreille externe, c'est le pavillon et le conduit auditif. Puis l'oreille moyenne, qu'on appelle aussi la caisse tympanique, qui comprend 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Alors oreille externe et oreille moyenne sont séparées par une sorte de peau de tambour qui est le tympan. Et ces 2 oreilles, on ne va pas beaucoup s'y intéresser parce qu'elles n'ont pas de rôle particulier dans le système vestibulaire. Ce sont des structures qui sont en lien avec l'audition. Et il nous reste donc l'oreille interne, qu'on appelle aussi le labyrinthe, qui est subdivisé en fait en 2 parties. Une région de l'oreille interne va s'occuper de l'audition, donc on peut parler d'une partie auditive, tandis que l'autre partie va être en lien avec l'équilibration, donc on peut parler d'une oreille de l'équilibre. Alors l'oreille auditive, ça correspond à ce qu'on appelle la cochlée ou limaçon, qui anatomiquement ressemble à un petit escargot, et l'oreille de l'équilibre, eh bien, ça correspond au système vestibulaire que nous allons explorer. Un mot sur la structure de cette oreille interne, de ce labyrinthe. Il est constitué de l'os, par une sorte de coque osseuse, donc de l'os, une espèce de boîte osseuse creuse. Alors cette coque osseuse, cette boîte osseuse creuse, on l'appelle le labyrinthe osseux. Donc il est creux, il est rempli d'un liquide qu'on appelle la périlymphe et il contient aussi une structure souple qu'on appelle le labyrinthe membraneux. Je le répète, il s'agit d'une structure membraneuse souple qui elle aussi est creuse et remplie d'un autre liquide qu'on appelle l'endolymphe. D'autre part, si on s'intéresse plus spécifiquement justement à cette oreille de l'équilibre, à ce système vestibulaire, donc la partie vestibulaire du labyrinthe, eh bien on peut le subdiviser en 2 parties. Le système vestibulaire est effectivement constitué de 2 sacs qu'on appelle les organes otolithiques, qui sont le sacule et l'utricule, et de 3 canaux qu'on appelle les canaux semi-circulaires, qui sont le canal semi-circulaire antérieur, le postérieur, et puis l'horizontal ou latéral. Nous allons à présent dire un mot sur les plages sensorielles du système vestibulaire, c'est-à-dire les régions du système vestibulaire où on va vraiment trouver les récepteurs vestibulaires, c'est-à-dire ces récepteurs qui sont sensibles au changement de position du corps. Il existe 5 plages sensorielles en lien avec les structures que nous venons de décrire, puisqu'il y a donc 2 sacs, 2 organes otolithiques. On va trouver dans chacun d'eux une plage sensorielle. Ces plages sensorielles, on les appelle macula. On parle de macula saculaire et de macula utriculaire. Et puis, il y a également une plage sensorielle dans chaque canal semi-circulaire. Ces plages sensorielles s'appellent crêtes ampulaires parce qu'il s'agit de zones sensorielles qui se situent au niveau d'un renflement de chaque canal qu'on appelle l'ampoule. Et à l'intérieur de ce canal, on voit que les cellules sensorielles se trouvent au sommet d'une espèce de petite colline, une espèce de petite crête, d'où la dénomination de crête ampulaire. Donc il existe une crête ampulaire au niveau du canal semi-circulaire antérieur, une crête ampulaire au niveau du canal semi-circulaire postérieur et une crête ampulaire au niveau du canal semi-circulaire horizontal ou latéral. Alors, à quoi ressemblent ces plages sensorielles ? Bien, on peut noter qu'on y voit des cellules qui sont des cellules ciliées. Alors, on y voit des cellules ciliées, ça veut donc dire que ces récepteurs sensoriels du système vestibulaire correspondent à des récepteurs dont la structure est de type neurone sensoriel de premier ordre associée à une cellule spécialisée, cette cellule spécialisée étant une cellule ciliée. Vous vous souvenez, il y a 3 grandes structures de récepteurs sensoriels que nous avons décrites, soit un neurone sensoriel de premier ordre nu, soit un neurone sensoriel de premier ordre encapsulé, soit un neurone sensoriel de premier ordre associé à une cellule spécialisée. Et là, c'est à ce dernier type que nous avons affaire. Donc bien sûr, il existe une synapse entre la cellule ciliée et le neurone sensoriel de premier ordre. Alors concernant ces cellules ciliées, elles possèdent 2 types de cils. Un unique kinocyle qui va être de grande taille, donc on appelle le kinocyle justement, et qui est un véritable cil qui va aussi nous servir de point de repère pour donner une orientation à ces cellules. Et d'autre part, il y a une multitude d'autres cils qu'on appelle les stéréocils. Ce ne sont pas eux de véritables cils, mais on va quand même les appeler cils, et ils sont rangés par ordre de taille. Donc à partir du kinocyle, ils sont rangés du plus grand au plus petit. Les cils sont orientés vers ce qu'on a appelé l'endolymphe, ce liquide qui est contenu dans le labyrinthe membraneux, mais ils ne sont pas en contact avec l'endolymphe, pour la simple et bonne raison qu'ils vont être tous en fait englobés par une espèce de masse gélatineuse qu'on va appeler une cupule.
Concernant le comportement des cils, et donc de ces cellules ciliées, lorsque les cils des cellules ciliées ne sont pas inclinés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans le prolongement du corps de la cellule, eh bien on voit qu'il y a une activité de repos, on va dire, au niveau de la synapse. Il y a un petit peu de neurotransmetteur qui est libéré, ce qui va entraîner la production de potentiel d'action dans la fibre nerveuse sensorielle à une fréquence qu'on va appeler la fréquence de décharge de repos. Quand les cils s'inclinent, eh bien, selon qu'ils s'inclinent vers le kinocyle ou à l'opposé de celui-ci, on ne va pas observer les mêmes effets. Quand les cils s'inclinent vers le kinocyle, on observe une augmentation de l'activité de la synapse et donc une augmentation de la fréquence de décharge dans la fibre sensorielle. En revanche, quand les cils s'inclinent à l'opposé du kinocyle, on observe une diminution de l'activité de la synapse et également une diminution de la fréquence de décharge dans la fibre sensorielle. Intéressons-nous pour commencer au fonctionnement et au rôle des organes otolytiques. Commençons par souligner une particularité concernant ces organes otolytiques qui est que leur cupule renferme des espèces de petites pierres. On parle parfois de pierres d'oreille, ce que veut dire le terme otolite. Parfois on parle aussi d'autoconie pour dire poussière d'oreille. Donc on va dire que dans les organes otolytiques, la cupule est une cupule à otolite, une cupule à petites pierres qui du coup va avoir aussi une certaine masse et être relativement sensible à la gravité. Donc intéressons-nous au comportement d'une cellule ciliée dont les cils sont orientés vers le haut quand la tête est droite, avec le kinocyle côté nuque et les stéréocyles côté visage. Que se passe-t-il lorsque nous inclinons la tête? Si la tête est inclinée en arrière, eh bien la cupule va se retrouver sur une sorte de toboggan. Donc la cupule va glisser vers la nuque, elle va emporter avec elle les cils qui vont s'incliner vers le kinocyle. Donc l'activité de la synapse entre la cellule ciliée et la fibre sensorielle va augmenter. Que se passe-t-il si la tête est inclinée en avant? Eh bien, la cupule à nouveau se retrouve sur un toboggan, mais un toboggan dont l'orientation est inversée. La cupule va donc glisser non pas vers la nuque, mais vers le visage. Du coup, les cils vont être inclinés non pas vers le kinocyle, mais à l'opposé du kinocyle. L'activité de la synapse diminue, ainsi que la fréquence de décharge dans la fibre sensorielle. On peut clairement dire que les organes otolytiques renseignent sur les inclinaisons de la tête. Alors nous allons prendre un autre cas de figure pour généraliser un petit peu cette conclusion. Que se passe-t-il lorsque nous sommes en voiture et que nous accélérons, donc en réalisant des accélérations linéaires? Si par exemple nous accélérons vers l'avant, nous roulons à 30 km/h, nous passons à 50 km/h, eh bien la cupule, la cupule à otolite qui englobe les cils, est entourée elle-même d'endolymphe. Et cet endolymphe va donner une certaine inertie, la cupule elle-même a de l'inertie, et ça veut dire que cette cupule va tendre à conserver en fait sa vitesse initiale, tandis que le corps des cellules ciliées va avoir tendance à augmenter sa vitesse d'une certaine façon plus rapide. En fait, ce qu'on va observer, c'est que transitoirement, les cils vont être, du fait de ce que nous venons de dire, les cils vont être inclinés vers le kinocyle. Donc l'activité de la synapse et l'activité, la fréquence de décharge dans la fibre nerveuse sensorielle va augmenter. A l'inverse, si on est en voiture et on réalise une accélération vers l'arrière, ce qu'on va plus communément appeler une décélération, par exemple de 50 à 30 km/h, eh bien, que se passe-t-il? On a toujours cette cupule qui est environnée d'endolymphe, qui va tendre à conserver sa vitesse initiale, elle a donc de l'inertie étant une résistance à un changement de mouvement, eh bien, cette cupule va avoir tendance à conserver sa vitesse initiale, tandis que les corps des cellules ciliées, eux, vont avoir tendance à diminuer leur vitesse. Ça veut dire que là aussi, on va avoir un petit mouvement d'inclinaison transitoire des cils qui va se faire cette fois-ci à l'opposé du kinocyle. Donc l'activité dans la synapse diminue et la fréquence de décharge dans la fibre sensorielle va elle aussi diminuer. Donc ça nous permet ici de conclure, de donner une conclusion plus large concernant les organes otolytiques. Précédemment, nous avons dit qu'ils renseignaient sur les inclinaisons de la tête. On peut être plus large en disant que les organes otolytiques vont en fait renseigner sur les accélérations linéaires qui vont être subies par l'organisme, des accélérations qui vont se faire donc le long des axes d'un référentiel donné.
Donc, si on dézoome un petit peu des cellules ciliées pour s'intéresser globalement aux régions des organes autolytiques où se trouvent ces cellules ciliées, eh bien, on voit que ces régions, ces maculas, sont constituées d'énormément de cellules ciliées, hein, qu'on soit sur la macula saculaire ou utriculaire, et que toutes ces cellules ciliées présentent des orientations diverses et variées, qui sont toutes bien définies, et qui vont permettre à l'organisme de détecter toutes les accélérations linéaires qui peuvent affecter le corps, si bien que le système nerveux va en fait en permanence être informé sur les accélérations linéaires qui affectent l'organisme. Évidemment, il va être nécessaire que le système nerveux les intègre. Concernant le fonctionnement et le rôle des canaux semi-circulaires, eh bien, nous pouvons premièrement nous intéresser à ces plages sensorielles que sont les crêtes ampulaires. Ces crêtes ampulaires donc, correspondent à des renflements des canaux semi-circulaires qu'on appelle des ampoules. Et si on s'intéresse à ces ampoules, elles vont présenter deux côtés. D'un côté, on va avoir l'utricule, on va donc parler de côté utricule, et de l'autre côté, on a vraiment le canal qui se présente, donc on va parler de côté canal. Si on s'intéresse aux cellules ciliées, donc on l'a dit, ces zones, ces plages sensorielles sont appelées crêtes ampulaires puisqu'elles correspondent donc aux ampoules qui sont les renflements des canaux semi-circulaires, et les cellules ciliées se trouvent en quelque sorte implantées au sommet d'espèces de collines qui sont appelées des crêtes, d'où ce terme de crête ampulaire. Il se trouve qu'au niveau de ces crêtes, dans les ampoules, les cellules ciliées vont toutes avoir la même orientation. Elles ont toutes leur kinocyle qui est orienté côté utricule et les stéréocyles qui sont du coup orientés côté canal. D'autre part, autre particularité, c'est que les cils de ces cellules ciliées, comme c'était le cas pour les organes autolytiques, ils sont aussi enchâssés dans une cupule, donc une masse gélatineuse, et cette fois justement cette masse elle n'est que gélatineuse, il n'y a pas ces petites pierres d'oreille, donc c'est une cupule sans otolite, on peut vraiment parler de cupule gélatineuse. Du reste, quand il est possible parfois qu'il y ait des otolites, ces petites pierres d'oreille, donc des organes autolytiques qui quittent les cupules des organes autolytiques et lorsqu'elles viennent se ficher ces petites pierres dans les cupules gélatineuses, elles vont perturber en fait leur comportement, d'où des vertiges qui peuvent survenir chez l'individu. On parle de vertige positionnel paroxystique bénin dans ce cas. Donc, si on s'intéresse maintenant au comportement d'une cellule ciliée, donc d'un canal semi-circulaire, une cellule ciliée dont les cils ne vont pas être inclinés lorsque la tête est au repos rotatoire, que se passe-t-il lorsqu'une accélération rotatoire, qu'on peut appeler accélération angulaire, est réalisée, donc une accélération qui impacte le canal sur lequel on est centré? Eh bien, on va constater que la cupule, à ce moment-là, va se heurter à l'inertie de l'endolymphe et va se déformer, ce qui va entraîner une inclinaison des cils et de ce fait, une variation de l'activité nerveuse. Alors évidemment, l'inclinaison peut se faire dans un sens ou dans l'autre, ça dépend du sens de l'accélération rotatoire. Si l'inclinaison des cils se fait vers le kinocyle, on aura une augmentation de l'activité de la synapse et de la fréquence de décharge dans la fibre sensorielle. À l'inverse, si les cils s'inclinent à l'opposé du kinocyle, on aura une diminution de l'activité dans la synapse et une diminution de la fréquence de décharge. On peut conclure sur le fait que les canaux semi-circulaires, eux, ils renseignent sur des accélérations qui ne sont pas des accélérations linéaires, mais des accélérations rotatoires ou accélérations angulaires, c'est-à-dire des accélérations qui vont se faire autour des axes d'un référentiel, du référentiel qu'on considère. Concernant ces canaux semi-circulaires, nous avons dit qu'il y en a 3, et il se trouve que les canaux semi-circulaires sont orientés dans les 3 plans de l'espace, ce qui fait qu'il y a toujours un canal semi-circulaire pour détecter une accélération angulaire qui affecte un organisme. Donc au final, à E3, les canaux semi-circulaires vont pouvoir détecter toutes les accélérations rotatoires. Et là encore, le système nerveux va être en permanence informé sur ces accélérations rotatoires qui affectent l'organisme. Alors, je voulais dire un mot sur le fonctionnement intégré des organes autolytiques et des canaux semi-circulaires, puisqu'ils sont classiquement abordés, leur fonctionnement est abordé de façon isolée, mais bien sûr, physiologiquement, les organes autolytiques et les canaux semi-circulaires fonctionnent en permanence et simultanément. Ça veut dire qu'il y a de nombreux signaux qui vont être envoyés et traités finalement
envoyé donc vers le système nerveux central et puis traité et intégré donc par le système nerveux. Donc le système nerveux est finalement en permanence renseigné sur toutes les accélérations, qu'elles soient linéaires ou bien rotatoires ou angulaires. Un mot concernant à présent les réflexes vestibulaires. On peut évoquer 3 catégories de réflexes vestibulaires. Commençons avec les réflexes vestibulo-oculaires ou RVO, qui sont des mécanismes réflexes qui vont permettre de conserver le regard fixé sur une cible malgré les mouvements qui peuvent être subis ou réalisés par l'organisme. Et cela va se faire via une action sur les muscles du globe oculaire. Les réflexes vestibulo-cervicaux ou RVC, eux, vont contribuer au maintien de la position de la tête, toujours en dépit des mouvements réalisés ou les mouvements qui perturbent l'organisme, et cela va se faire via une action réflexe sur les muscles de la nuque. Et reste enfin les réflexes vestibulo-spinaux ou RVS qui eux contribuent au maintien de la position du corps, quels que soient les mouvements qui affectent l'organisme ou que l'organisme réalise, et cela se fait via une action réflexe sur les muscles du corps. Concernant les voies vestibulaires, si on s'intéresse donc pour commencer aux fibres nerveuses sensorielles vestibulaires, c'est-à-dire ces neurones sensoriels de premier ordre, évidemment leurs somas sont localisés dans des ganglions nerveux, en l'occurrence les ganglions crâniens vestibulaires. Ces fibres sensorielles cheminent dans le nerf vestibulo-cochléaire, qu'on peut appeler aussi statoacoustique, qui est le nerf 8. Et ces fibres nerveuses sensorielles vont aboutir au niveau des noyaux vestibulaires qui sont situés dans le tronc cérébral. Il s'agit de 4 noyaux vestibulaires, le latéral, le médial, le supérieur et l'inférieur. Et des informations sont aussi directement envoyées vers le cervelet. Alors, si on part des noyaux vestibulaires, on peut déjà souligner le fait que les noyaux vestibulaires reçoivent d'autres informations. Déjà, ils reçoivent des informations non seulement du système vestibulaire ipsilatéral, mais aussi du système vestibulaire contralatéral. Donc, globalement, ils reçoivent des informations des 2 systèmes vestibulaires, droit et gauche. Des informations sont également reçues qui proviennent donc du cervelet, et les noyaux vestibulaires reçoivent aussi des informations visuelles et somesthésiques de la part de diverses structures. Les noyaux vestibulaires vont ensuite envoyer leurs informations dans plusieurs voies. On peut évoquer les voies vestibulo-oculaires qui contribuent donc aux ajustements oculaires et notamment au RVO. Les voies vestibulo-spinales médiales qui vont être importantes dans le tonus et l'équilibration du cou et contribuent au RVC. Les voies vestibulo-spinales latérales qui contribuent au tonus et à l'équilibration du corps et notamment au RVS. Les voies vestibulo-cérébelleuses qui contribuent au tonus et à l'équilibration du corps, tout comme les voies vestibulo-réticulo-spinales. On a affaire finalement ici à des voies qui sont importantes dans le contrôle postural, qu'il s'agisse de la posture ou position des yeux, de la posture de la tête ou de celle du corps entier. Il existe également des voies dites vestibulo-thalamo-corticales, donc qui, partant des noyaux vestibulaires, vont projeter sur le thalamus, au niveau d'un noyau qui est le noyau ventre-postérieur du thalamus. Puis, à partir du thalamus, les projections se font vers le cortex cérébral, plus exactement vers le cortex somesthésique primaire. Ces voies sont impliquées dans la sensibilité consciente de l'orientation du corps. On peut effectivement avoir une idée des accélérations auxquelles nous sommes soumis. Et il existe également des projections qui se font vers des structures, vers des noyaux qui appartiennent au système nerveux autonome, d'où le lien qui existe entre le système vestibulaire et le mal des transports, le mal des transports étant souvent en lien avec des conflits qui vont exister entre plusieurs sources sensorielles, notamment système vestibulaire et système visuel, mais également d'autres systèmes peuvent être impliqués. Nous avons donc terminé l'exploration de cette carte sur le système vestibulaire. Je vous dis donc à bientôt pour l'exploration d'une autre carte.